Bonjour à tous et aujourd'hui le Dr. Renaud va nous faire une présentation sur les céphalées. Good morning, we're happy to have you, Dr. Renaud. You can get started. Bonjour Aïcha, bonjour à tous. C'est encore un plaisir pour moi pour participer aux séances de présentation hebdomadaire. Aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, c'est comment faire une évaluation d'un patient qui se présente avec une histoire de céphalée. Je suis un interniste et je travaille comme médecin praticien hospitalier à l'hôpital de Sainte-Élisabeth au nord du Kentucky. Comme objectif pour cette présentation, nous espérons qu'à la fin de cette présentation, le praticien aura une familiarité avec les causes de céphalée primaire et secondaire et comment prendre une histoire et reconnaître les signes et symptômes des céphalées primaires et secondaires et quelles seront les indications pour pouvoir faire des tests quand un patient se présente avec des céphalées. Et on va en parler de la prise en charge des céphalées dans la forme aiguë et dans la forme préventive. Les céphalées ou migraines représentent en moyenne une cause très prévalente pour les consultations. Après les cas d'accident cérébrovasculaire hémorragique ischémique, c'est la troisième forme de référence ou encore de présentation en consultation neurologique suivie par les crises épileptiques. En termes de prévalence et d'impact, les femmes sont en général plus affectées par les migraines. En moyenne, 25% de femmes vont souffrir d'une migraine ou encore des céphalées aiguës. Par contre, c'est uniquement rencontré chez environ 10% des hommes. Il y a même jusqu'à 5% des femmes qui vont avoir des céphalées qui seront très débilitantes, qui vont persister pendant plus de la moitié de mois. Et aux États-Unis, le coût estimé avec les pertes de travail par rapport aux personnes affectées par les céphalées ou par la migraine qui ne se présentent pas au travail est estimé à plus de 112 millions de jours de pertes de travail quand vous accumulez tous les jours ratés par les personnes affectées par les céphalées. Et ce qui est très important, la majorité des personnes qui souffrent de céphalée ou de migraine ne vont pas avoir un diagnostic beaucoup plus tard dans l'évolution de la maladie. Et cela va empêcher à ces personnes de recevoir un traitement approprié. En termes de classification, en général, on divise les céphalées en deux types. Les céphalées primaires, c'est-à-dire que la céphalée, c'est la cause de la maladie. C'est ce qu'on appelle surtout les migraines, les céphalées en forme de cluster et les céphalées à type de tension. Et il y a d'autres causes qu'on va voir plus tard, c'est les céphalées secondaires qui seront secondaires, comme le nom l'indique, à d'autres pathologies, principalement les maladies infectieuses comme la méningite, les inflammations, les pathologies vasculaires. Il y a également la consommation de certains médicaments de façon exagérée et rarement des cas de saignement intracérébral, d'autres causes systémiques et psychiatriques. Donc, deux types de céphalées primaires et secondaires. Et dans 90% des cas, la cause de céphalée sera primaire et dans environ 10% des cas, les causes de céphalée seront secondaires. Il y a une classification internationale des maladies en rapport à des causes de céphalée. La dernière classification, je pense, a été reportée en 2021. C'est d'abord les céphalées primaires qu'on vient d'énumérer, c'est les migraines, les céphalées de type de tension. Et il y a ce qu'on appelle le SERC, c'est une céphalée unilatérale qui est associée avec une conjonction lacrymale et des larmes. Et les céphalées secondaires, surtout avec d'autres atteintes de tous les tissus ou encore qui entourent ou
au niveau de la base du crâne qui peut provenir de l'os ou encore de téguments, de nerfs, des vaisseaux aux alentours de la tête. Ce qui est très important pour pouvoir avoir une idée des différents types de céphalées, c'est d'avoir une histoire qui est appropriée, d'établir la qualité et les caractéristiques des céphalées, quelle a été la durée des céphalées, quels sont les autres symptômes qui sont associés avec les céphalées. Il y a des signes systémiques, la fièvre, la nausée, le vomissement, la perte de poids et un détail approprié des médicaments, avoir une idée de l'histoire de la famille. Beaucoup de céphalées primaires auront une caractéristique génétique ou encore antécédent familial. Et également, c'est la prise de médicaments ou encore de drogues illicites. L'examen neurologique en dehors de l'histoire va vous aider à savoir ce qui est très important. Est-ce que c'est des céphalées qui méritent, qui va vous aider à savoir s'il mérite d'avoir d'autres tests appropriés pour pouvoir faire le diagnostic. Donc, toujours avec l'examen physique, les signes vitaux peuvent vous donner une idée si la personne est hypertendue, si la personne est fébrile, pour pouvoir penser à une pathologie inflammatoire infectieuse. On peut examiner de façon rapide la dimension des pupilles, s'ils sont réactifs à la lumière ou encore à l'accommodation. Également, on peut faire une évaluation à la fondoscopie. Si vous utilisez la sonographie maintenant, on peut faire une sonographie ophtalmologique pour pouvoir voir s'il y a des papillodermes ou encore un détachement rétinien. Et on peut voir également, et on peut analyser le champ visuel. Ceci, dans les cas de pathologie pituitaire, on peut des fois avoir une idée sur les causes. Les mouvements oculaires, s'il y a une paralysie des muscles extraoculaires, encore dans l'état d'accident cérébrovasculaire, encore s'il y a une masse intracrânienne, examiner la fonction motrice, les réflexes, la sensation. Un bref examen neurologique peut vous donner une idée d'abord, est-ce qu'on peut rassurer le patient ou encore est-ce que ce patient va nécessiter d'autres types d'examens plus avancés. Et ceci va vous aider à avoir une première approche d'abord, c'est d'établir un diagnostic préventif ou encore, même lorsqu'il y a beaucoup de patients qui ont eu des céphalées chroniques, qui ont eu des diagnostics, mais on peut toujours faire un challenge de diagnostic si vous trouvez des éléments, que ce soit au niveau de l'histoire ou encore de votre examen physique, qui pourraient vous aider à changer ce diagnostic, mais il faut toujours penser qu'il y a des patients des fois qui souffrent de migraines et qui peuvent présenter au moment de l'épisode avec d'autres caractères qui vont vous aider à penser à d'autres types de céphalées secondaires qui peuvent être surimposées chez un patient qui souffre d'une migraine chronique. Il faut également identifier et également promouvoir comment on peut changer les facteurs qui peuvent aggraver les céphalées et établir un approche pour pouvoir faire le traitement de céphalées aiguës. Et on va voir si c'est un patient qui mérite un traitement préventif, dépendamment de la fréquence ou encore de la sévérité des céphalées. Donc, ça, c'est la première approche qu'il faut aborder. Ce qui est très important quand vous évaluez un patient avec les céphalées, c'est d'avoir le but idéal, c'est non seulement de faire le diagnostic ou encore d'avoir un diagnostic préventif, mais également essayer de voir si ce patient se présente avec des signes ou symptômes qui peuvent vous indiquer qu'on doit pousser à des examens paracliniques. On utilise ce mnémonique ici, ce qu'on appelle le SNOF. C'est un patient qui a des symptômes systémiques, c'est-à-dire un patient avec des céphalées qui a des symptômes constitutionnels avec la fièvre, la perte de poids, des problèmes d'appétit. Est-ce que c'est un patient qui a d'autres pathologies qui peuvent vous pousser à penser avec un risque élevé de masse intracrânienne ou encore d'infection atypique, comme chez les patients immunocomprimés, les patients qui souffrent de cancer peuvent avoir des métastases intracrâniennes. Les patients qui sont immunocomprimés,
que ce soit par le VIH ou encore avec d'autres médicaments chroniques comme les stéroïdes? Et est-ce qu'il y a des troubles neurologiques qui sont abnormaux, des problèmes de mentation, un patient qui est confus, un patient qui a des symptômes unilatéraux? Certains de patients vont nécessiter des imageries médicales pour pouvoir aboutir au diagnostic. Le caractère de la céphalée au moment de son début, c'est que c'est une céphalée qui est aiguë ou chronique, une céphalée commence, ou encore des migraines qui commencent après 50 ans. C'est le patient, il faut toujours penser à éliminer des causes intracrâniennes comme les masses. Est-ce qu'il y a un changement du caractère habituel des céphalées, des personnes qui ont des migraines avec aura, qui connaissent en général comment leur crise manifeste et maintenant ont des caractères qui sont différents? Il faut penser à d'autres pathologies qui peuvent être superimposées sur ces céphalées chroniques. Est-ce que les céphalées, les caractères ou encore les symptômes ou encore la sévérité changent avec la position? On va penser avec des céphalées qui vont principalement être liées à une augmentation de la pression intracrânienne. Et est-ce qu'il y a des manœuvres qui vont provoquer ces céphalées, c'est-à-dire l'exercice durant le rapport sexuel ou encore au moment de l'acte? Donc, c'est le genre de questions. Si vous trouvez des patients avec des céphalées qui ont un ou plusieurs de ces éléments, il faut toujours penser à faire d'autres tests pour pouvoir éliminer les causes secondaires. Et on va penser à ces différents diagnostics. La liste est beaucoup longue. On peut penser avec des hémorragies subarachnoïdiennes. On peut penser à des thromboses sinus veineuses. On a rencontré beaucoup de patients avec des céphalées au moment de l'infection à COVID-19 qui avaient eu des accidents vasculaires au niveau du système veineux. S'il y a une dissection de des artères cervicales, de la carotide, des personnes qui ont eu des manipulations au niveau de la colonne cervicale, des céphalées liées avec une crise hypertensive, les infections intracrâniennes, ces genres de céphalées sont des céphalées secondaires qu'il faut penser à diagnostiquer. Et principalement, ce qu'on appelle la céphalée à caractère aigu en forme de tonnerre, c'est une céphalée à un début qui est très rapide et en général, le patient va vous dire c'est une céphalée qui est plus grave qu'elle a déjà expérimenté. Et en général, les céphalées sont beaucoup plus sévères au moment du début. Donc, il faut penser à des causes vasculaires, c'est-à-dire une hémorragie intracrânienne, une dissection, de thrombose. Encore rarement, l'artérite temporale peut causer ces genres de céphalées. Et on peut penser des fois à des céphalées à cause infectieuse comme la méningoencéphalite. Donc, une céphalée de caractère soudain qui est très intense, il faut penser à une rupture ou encore une dissection des vaisseaux intracrâniens. Les patients qui souffrent des kystes polycystiques, en général, c'est des patients sont à risque élevé d'avoir un anévrisme au niveau de l'artère communicative antérieure. Donc, elles sont très à risque pour avoir des ruptures de ces vaisseaux et aboutir à une hémorragie intracrânienne. Donc, ces gens de patients vont au moins bénéficier d'une tomographie intracrânienne et même pousser à une ponction lombaire pour pouvoir faire le diagnostic. Et comme autre cause de céphalée secondaire, c'est surtout les céphalées qui sont liées à l'artère temporale. C'est une pathologie inflammatoire systémique où l'artère temporale va avoir une inflammation et surtout, ces patients vont avoir des problèmes de céphalée, ils peuvent avoir des troubles visuels parce que l'artère ophtalmique provient les branches de l'artère ophtalmique proviennent de l'artère temporale. Également, il peut y avoir d'autres problèmes de mastication, des douleurs au niveau de la mâchoire, du cou. Et si ces patients ont d'autres signes systémiques, en général, c'est rencontré chez les personnes qui de plus de 55 ans. Et s'ils ont des troubles systémiques comme de la fatigue, de la perte de poids, encore de la fièvre, et on doit penser à l'artérite temporale et qui est surtout
associés à la fibromyalgie rhumatique. Et comme cause de complications, ces céphalées peuvent aboutir à la perte de la vision, à des accidents cérébrovasculaires ou encore à la dissection de l'artère aortique. Donc, c'est l'histoire clinique. On peut palper l'artère temporale. Des fois, on va aboutir avec des tests paracliniques, une vitesse de sédimentation qui est élevée et même on peut établir le diagnostic si on a accès à une biopsie de l'artère temporale et ces patients en général vont nécessiter une référence chez le rhumatologue et en général vont nécessiter un traitement à des stéroïdiens comme la prédnisone. Et il y a d'autres causes secondaires, c'est l'hypertension intracrânienne idiopathique, ce qu'on appelait le pseudo-tumeur cérébré, qui est principalement rencontré chez les filles ayant un excès de poids avec un BMI supérieur à 30, un index de masse corporelle supérieur à 30. Ils vont avoir des céphalées qui sont sévères associées à des diplopies ou encore des problèmes de visuel. Des fois, elles vont avoir un tinnitus, comme un bruit au niveau de l'oreille, de la nausée, des vomissements. Le diagnostic se fera par la ponction lombaire qui sera normale et on peut mesurer la pression ouverte au niveau de la ponction lombaire qui sera supérieure à 25 cm de mercure. Et très rarement, si on a accès au MRI cérébral, on peut voir une forme de flattement au niveau du globe oculaire et on peut avoir un espace vide au niveau de la celle tussique. On peut voir également les nerfs optiques qui sont tortués. Et encore une fois, si vous avez accès à la sonographie ophtalmologique, on peut voir qu'il y a un papilledème. Quelles seront les personnes qui ont des céphalées qui vont nécessiter de l'imagerie médicale? Premièrement, c'est toute personne qui se présente avec une céphalée de nouvelles présentations ou encore des personnes qui ont des céphalées primaires ou encore de nouvelles présentations qui sont âgées de plus de 50 ans. Si vous avez des traumas au niveau de la région cérébrale, si vous voyez les joueurs les sportifs qui se présentent avec des traumas ou encore un accident de voiture, ces des patients en général, non seulement vont nécessiter d'une imagerie cérébrale, mais des fois, on peut même aller à faire une imagerie cervicale pour s'assurer qu'il n'y a pas de fracture au niveau de la colonne cervicale ou encore hémorragie intracrânienne. Si vous trouvez qu'il y a un examen neurologique qui est abnormal, les personnes qui ont eu un antécédent de radiation pour des tumeurs au niveau de la région cervicale et les personnes qui sont plus de 50 ans, qui ont plus de 50 ans et qui ont des céphalées de façon temporale, ils peuvent nécessiter d'une imagerie médicale. Et toute personne qui a des céphalées qui changent de caractère ou quoi qui s'aggrave avec la position. Ceci augmente la possibilité d'avoir une élévation de la pression intracrânienne. Donc, certains de patients vont nécessiter de l'image médicale. Des fois, si c'est un patient qui est placé sous immunosuppresseur ou encore qui a un antécédent de cancer, certains de patients peuvent également bénéficier de l'image médicale. Pour la pression, pour le pseudo-tumeur cérébrale ou encore ce qu'on appelle l'hypertension intracrânienne idiopathique, en général, si le diagnostic est confirmé, comme mesure préventive, c'est toujours la perte de poids. Ou encore, des fois, on peut utiliser l'acétylcholine, qui est l'anhydrase carbonique inhibiteur, qui va essayer de limiter la réabsorption de l'anhydrase carbonique au niveau des tubules rénaux, et ceci peut aboutir à une diminution de la pression intracrânienne et améliorer, encore diminuer la fréquence ou encore la région des céphalées chez les personnes qui souffrent de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Et en général, ils ont d'autres pathologies associées comme des syndromes métaboliques ou encore de l'apnée du sommeil et certaines fois des médicaments
que les patients vont prendre peuvent les placer à risque pour avoir des céphalées. Et ce qu'il faut penser également, il faut penser à des céphalées qui font suite à une ponction lombaire. Quand vous réalisez une ponction lombaire, des fois, il y a ce qu'on appelle un écoulement de liquide céphalorachidien s'il y a persistance de communication à l'endroit même où vous avez réalisé la ponction lombaire. Ceci est surtout rencontré si le patient était de surpoids, encore si vous avez utilisé un cathéter ou une seringue qui était de très grande dimension, encore si le patient n'a pas reposé assez longtemps après avoir réalisé une ponction lombaire. Donc, certains de patients vont avoir des céphalées qui vont changer avec la position, ils vont avoir des nausées, des vomissements, des troubles de la fatigue. Et ce qui est important pour pouvoir traiter ce patient, on doit faire en général, c'est réalisé par les anesthésistes ou encore les radiologues interventionnels. On doit faire un patch sanguin qui va essayer d'arrêter l'écoulement du liquide céphalorachidien. Et il y a des céphalées qu'on appelle des céphalées post-traumatiques, c'est-à-dire un patient qui, en général, souffre beaucoup de stress, qui a eu un trauma après une concussion. Et certains patients, s'il n'y a pas eu de trauma, encore de fracture identifiée au moment initial après le trauma, dans les prochaines semaines, ces patients peuvent toujours présenter avec des céphalées. Il faut toujours penser s'il y a eu des changements au niveau de l'examen neurologique avec le temps. Certains patients peuvent se présenter de façon aiguë et ne pas avoir aucune évidence de trauma crânien et vont revenir dans quelques jours, semaines avec d'autres complaintes. Il faut toujours penser à refaire une image médicale. Ce qui est très important à penser également, si vous avez une fille ou encore un homme qui se présente avec des céphalées, il faut penser à des troubles psychiatriques et également penser à ceci peut être une présentation s'il y a eu de violence au niveau de couple. Il faut toujours penser si vous avez pris une histoire et l'examen physique ou paraclinique nécessite pas un diagnostic, il faut penser à des causes psychologiques ou encore de stress au niveau d'une relation qui peuvent se présenter non seulement avec des céphalées, mais également avec des troubles digestifs. Et très rarement, il va y avoir des cas de patients qui vont avoir des céphalées qui vont être exagérées par des manœuvres atypiques ou encore une manœuvre rare comme les activités sexuelles, l'exercice, encore des céphalées qui sont présentées avec les règles, les périodes, ou encore des céphalées qui sont liées au moment du sommeil chez les patients qui souffrent de l'apnée du sommeil. Pour les céphalées de type primaire, d'abord, on a les céphalées de type de tension, c'est-à-dire les patients vont se présenter avec une forme de pression au niveau de la région frontale. Ils vont se complaindre d'une c'est en forme c'est une céphalée qui va entourer la tête, en général qui est bilatérale et qui peut se radier au niveau du cou. Et en général, ces céphalées vont être présentes, mais ne limitent pas les activités journalières. Et en dehors de ça, on ne va pas trouver des signes abnormaux au niveau de l'examen physique ou encore de l'histoire. Ceci, c'est surtout les céphalées de type de tension. Et ce qui va vous mettre sur la piste, c'est un patient qui est très fatigué, qui n'a pas assez dormi, des patients qui travaillent avec des postures inappropriées au bureau, beaucoup de problèmes émotionnels de stress. Il faut penser également à la dépression, de l'anxiété.
et ce qu'on appelle couramment une forme de surménage. Donc, ces gens de patients vont présenter avec une céphalée, en général le repos et un traitement de l'anxiété, encore de la dépression peuvent vous donner une idée que si le patient s'améliore, c'est une céphalée de type de tension. Et en général, le traitement, ce sera avec l'acetaminophen, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et très rarement, on peut donner des antihistaminiques si le patient mérite de se reposer ou encore des calmants. Et si c'est une céphalée qui est très sévère et que le patient se présente soit dans votre cabinet ou encore aux urgences, on peut utiliser des anti-inflammatoires de façon intramusculaire et principalement demander à ce patient ou encore à cette patiente de se reposer. Et en forme de prévention, il faut toujours essayer d'identifier quel est le facteur provocateur et essayer de changer le comportement aux alentours de ces genres de facteurs. C'est le repos, la réduction du stress, ou encore d'améliorer la qualité du sommeil. Très rarement, on va prescrire de l'amitriptyline qui n'est pas recommandée chez les personnes âgées. Il y a beaucoup d'effets secondaires comme la sécheresse, la rétention urinaire comme médicament prophylactique et on peut prendre ces médicaments environ entre 10 mg à 75 mg 1 à 2 heures avant d'aller se reposer. Et c'est également comme un antidépresseur, mais qui a beaucoup d'effets secondaires et on peut toujours essayer d'utiliser si c'est un patient que vous avez établi le diagnostic d'une céphalée de type de tension à récurrence. Et l'autre type de céphalée primaire, c'est la migraine. Des fois, ces deux termes sont interchangés, mais la migraine, c'est une pathologie une pathologie neurologique tout à fait caractéristique. C'est une pathologie qui est liée à une hyperexcitabilité du système nerveux central. Et des fois, ceci peut aboutir à une vasodilatation. Et il y a deux types de migraines qu'on en général identifie, une migraine avec aura ou une migraine sans aura. C'est-à-dire il y a des syndromes prominatoires qui vont commencer avant le début de céphalée. Et toute personne qui se présente avec un tableau neurologique aigu, même lorsqu'il y a des troubles moteurs, même lorsqu'il y a des troubles de la parole, c'est sûr qu'il faut surtout éliminer les accidents cérébrovasculaires, mais il y a des migraines complexes qui vont se présenter avec des pathologies ou encore des signes et symptômes neurologiques aigus. Et pour le diagnostic des migraines sans aura, en général, c'est un patient qui va avoir en moyenne 5 attaques. Ces genres de céphalées vont durer entre 4 heures à 72 heures. Et au moment du début des céphalées, ils vont se présenter avec de la nausée et du vomissement. Et il y a des problèmes visuels. Et en général, ce sont des céphalées qui sont unilatérales, de caractère pulsatif, et la sévérité peut être modérée ou intense et des fois aggravée par l'activité physique. Donc, le diagnostic des migraines, c'est un diagnostic clinique. C'est le début, l'association des symptômes comme la nausée et le vomissement, des troubles visuels, une céphalée qui est de façon unilatérale et pulsative de sévérité modérée ou intense et en général aggravée par l'activité physique. Les migraines avec aura, c'est-à-dire c'est un trouble neurologique focal qui précède les céphalées. En général, environ 15% des patients qui ont des migraines vont avoir des migraines avec aura. Et ces auras vont durer entre 5 à 20 minutes, très rarement 1 heure. Et ceci va faire suite aux céphalées. Donc, les patients qui souffrent de migraine en général, ils reconnaissent très rapidement quand ils vont avoir une attaque migraineuse parce que les auras vont d'abord commencer à se présenter.
Et en général, les patients vont vous dire qu'ils ont un spot visuel où ils ne voient pas très bien. Il peut avoir une diminution de la qualité visuelle. Des fois, ils vont avoir des sentiments de la vision en forme de tunnel, une faiblesse généralisée et des fois même voir des choses qui ne sont pas présentes. Et ce sont surtout des troubles visuels de sensation que ces patients vont expérimenter. Ils peuvent voir des étoiles, des stars, et ceci, ce sont les auras qui vous disent que le patient va avoir une attaque migraineuse. Et quand ils décrivent ce qu'ils voient, c'est une sorte de confusion visuelle où encore tout apparaît ébloui. Et ça, c'est... et les personnes qui souffrent de migraine peuvent vous dessiner ce qu'ils voient exactement. Et ces genres de signes sont très spécifiques des migraines avec aura. Et très rarement, on peut avoir des personnes qui ont des migraines compliquées, c'est-à-dire des migraines qui sont associées avec d'autres pathologies neurologiques, d'autres symptômes neurologiques, comme une paralysie faciale ou encore des vertiges, des troubles visuels ou encore des problèmes du langage. On peut toujours penser à éliminer d'abord un accident cérébrovasculaire, mais les patients, des fois, peuvent présenter avec des migraines compliquées qui peuvent simuler un accident cérébrovasculaire. Et une fois traités, ces troubles de paralysie faciale vont disparaître. Et ce qui est très important, les personnes qui souffrent de migraine, ils ont un risque beaucoup plus élevé d'avoir des accidents cérébrovasculaires. Donc, il faut essayer de toujours conseiller à vos patients de minimiser d'autres facteurs comme la consommation de cigarettes et éviter pour les personnes qui ont des migraines avec aura qui sont très fréquentes d'utiliser les pilules contraceptives parce que ceux-ci vont également augmenter les risques d'avoir des accidents vasculaires. En forme de traitement aigu, en général, il y a une liste de médicaments qu'on peut utiliser en fonction de l'antécédent médical du patient qui se présente avec une crise migraineuse. En général, on peut utiliser les triptans, comme le sumatriptan. On savait utiliser les gotamines, mais il y a beaucoup d'autres médicaments qui sont beaucoup plus efficaces. Il y a beaucoup de médicaments comme les anti-inflammatoires, antistéroïdiens, les analgésiques. Et le traitement sera de deux façons. D'abord, un traitement aigu pour pouvoir aborder la crise migraineuse. Et encore, il y a un traitement préventif qui va dépendre de la fréquence, de la sévérité et comment les migraines affectent le fonctionnement du patient. Il y a beaucoup de médicaments maintenant qu'on utilise pour pouvoir faire la prévention des migraines. Et le traitement consiste également, c'est l'éducation du patient. Et les patients, en général, peuvent avoir beaucoup d'anxiété et il faut les réassurer. Il faut également encourager le patient. Des fois, on leur donne les médicaments pour pouvoir commencer à les prendre au moment ou encore quand ils reconnaissent ou elles reconnaissent les signes de migraine avec aura, encore au début de la crise migraineuse. Le traitement sera beaucoup plus efficace s'il est initié de façon très tôt. Et très rarement, il va y avoir des patients qui vont avoir des crises migraineuses, des attaques sévères qui vont nécessiter une admission pour pouvoir les traiter avec des médicaments par voie intraveineuse et essayer de les conseiller de ne pas utiliser certains médicaments parce qu'il y a des patients qui souffrent de migraines et qui peuvent abuser les médicaments et la prise de médicaments exagérés peut elle-même aboutir à d'autres formes de céphalée secondaire. Et nous avons beaucoup d'options pour pouvoir traiter. Des fois, dépendamment de la sévérité, on peut toujours commencer à prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et il y a des patients qui ont des céphalées qui sont liées avec un retrait de caféine. Il faut toujours penser, c'est très commun, les gens consomment beaucoup de café
et peuvent présenter avec des céphalées que vous pensez que c'est une céphalée qui est sévère et l'administration du café, des fois, peut résoudre le problème. Et très rarement, on peut aboutir au triptan, à l'ergotamine, qui nécessite des fois une administration intraveineuse. Et il y a les antiémétiques de première génération comme la compazine ou Reglan, qui ont des actions dopaminergiques qu'on peut toujours essayer d'utiliser. Mais il y a des effets secondaires comme les troubles similaires de Parkinson. C'est pour cela, en général, qu'on administre les médicaments. On administre également du Benadryl pour essayer de minimiser ces médicaments. Et avec la nouvelle classification, les calcinogènes ou les peptides, c'est un nouveau médicament en général. Il y a qu'on peut utiliser pour les formes abortives. Il y a également des injections ou encore des comprimés qu'on va prendre de façon journalière ou encore par semaine pour pouvoir prévenir les migraines. Et les triptans, en général, ce sont les médicaments les plus utilisés. La forme orale est très encouragée. Si le patient a de la nausée ou encore des vomissements, on peut utiliser une forme subcutanée et également il y a une forme nasale. Et en général, on peut donner des médicaments de la formulation jusqu'à 2 à 3 fois au cours du début des céphalées. Et on essaie en général de ne pas prendre plus de 12 mg de ces médicaments sur une période de 24 heures. Et il y a différents types de triptans. En général, il y a d'autres également qui sont disponibles par voie injectable que le patient peut s'administrer au moment du début des céphalées, au cours de la crise migraineuse. La forme nasale est en spray de 5 à 20 mg. Qu'on peut utiliser jusqu'à 10 mg. Et si les symptômes ne disparaissent pas, on peut essayer également de répéter la dose environ 2 heures après la première dose. Et le dose maximale, c'est environ de 40 mg dans une période de 24 heures maximale. Et les comprimés également sont disponibles en forme de 25, 50 à 100 mg qu'on peut donner aux patients et leur demander de prendre au début des céphalées ou encore au début des auras. Et on peut également répéter la dose environ 2 heures. La dose maximale, dépendamment du patient, peut varier entre 100 à 200 mg sur une période de 24 heures. Le rizatriptan, c'est très utilisé parce que c'est à action rapide, c'est en forme de 5 à 10 mg. Et même lorsque les patients ont de la nausée, on peut mettre le comprimé sur la tongue parce que ceci va dissoudre et absorber au niveau de la bouche. Et on peut répéter la dose environ 2 heures après. Et ce qu'il faut surtout se penser, les triptans sont contre-indiqués chez les patients qui ont des problèmes cardiovasculaires, les patients qui ont un antécédent d'accident cérébrovasculaire, qui ont des problèmes coronariens, une pression artérielle qui est incontrôlée. Et si la patiente est enceinte, on essaie de ne pas prescrire les triptans. Et les calcinogènes gene-related peptides, c'est ce nouveau classe de médicaments et maintenant être répandu. Et ces médicaments non seulement vont avoir un effet sur le système nerveux central, mais ces récepteurs également sont présents au niveau du système cardiovasculaire et système rénal, mais l'action principale sera au niveau du système nerveux central. Il y a différents types de médicaments. Couramment, on a environ 6 médicaments approuvés par la FDA et de formes différentes. On a des injections comme le Mivog et ce sont tous des anticorps monoclonaux par administration orale, administration injectable, 2 fois pour le traitement aigu. Principalement, on utilise l'ubrogeptane, qui est le Lubrizol de façon orale. Et il y a en général 2 qu'on utilise pour le traitement aigu et environ 4 qu'on utilise pour le traitement préventif. Le Nurtec, qui est le rimegeptan qu'on utilise par voie orale pour le traitement aigu, et également le Brogeptan. Et ces 2 médicaments sont disponibles par voie orale.
Et pour les personnes qui ont des crises migraineuses à répétition, on a 4 formes d'injection. C'est en général très coûteux, ces médicaments. Mais chaque patient sera unique. Chaque patient va trouver une modification, un traitement des fois qui est approprié. Et des fois, il y a des patients qui ont eu un effet efficace avec une classe de médicaments et avec le temps peut changer à d'autres types de médicaments pour pouvoir aboutir à une diminution de la récurrence de ces crises. Et très rarement, pour les personnes qui ont des migraines de façon répétée, on peut même utiliser le Botox, injection au niveau des muscles temporaux et du cou. Et ces injections vont être administrées par des spécialistes à des points spécifiques. Et ceci, le Botox peut avoir une action au niveau de blocage au niveau présynaptique pour pouvoir inhiber la transmission des neurotransmetteurs, principalement au niveau de récepteurs CGRP, de même que les autres médicaments. Et ceci également, il y a des patients qui bénéficient de l'administration du Botox. En termes de traitement préventif, donc si c'est un patient qui a des crises qui vont au-delà de 3 à 4 attaques par mois, et si les crises ont une durée de plus de 12 heures, et si les céphalées, encore les migraines, sont très invalidantes, il affecte la qualité de vie, et ces gens de patients vont nécessiter un traitement préventif. Et d'autres patients, par exemple, qui ont une contre-indication pour pouvoir prendre le traitement à la maison, on va essayer de leur prescrire des médicaments pour essayer le plus que possible de diminuer la fréquence de ces crises. En termes de médicaments qu'on utilise pour les traitements préventifs, c'est principalement les bêta-bloqueurs non sélectifs comme le propranolol. Des fois, on utilise le métoprolol. Et on va essayer de commencer à une dose très basse et pour pouvoir faire une titration, et parce que ces médicaments peuvent affecter la tension artérielle ou encore la fréquence cardiaque, on va essayer de faire un titrage au cours des 2 à 3 mois après l'initiation des médicaments. Et en général, il faut donner en moyenne 3 mois avec une dose appropriée avant d'établir que le médicament ne marche pas. Et il faut toujours informer le patient que ces médicaments peuvent affecter la tension, encore la fréquence cardiaque, et également il y a des problèmes de fatigue, de dysfonctionnement érectile chez les hommes qu'on peut rencontrer avec les bêta-bloqueurs. Et on peut également utiliser le calcium channel blocker comme le verapamil, des fois qui est très toléré pour la prophylaxis. Et les effets secondaires sont moindres comparativement au propranolol, mais certains patients peuvent développer une tolérance après avoir utilisé le médicament pendant plus de 2 ou 3 ans, et ceci des fois après avoir obtenu une dose qui est très élevée. Très rarement, si c'est un patient qui est anxieux, qui a d'autres complaintes, qui a des douleurs, des troubles neuropathiques, on peut utiliser la méthylptyline. Il faut penser aux effets secondaires, les actions anticholinergiques. Ce n'est pas recommandé de prescrire chez les personnes âgées. Et la sécheresse buccale, ou encore la constipation, la rétention urinaire sont les effets secondaires les plus courants. Des fois, on va utiliser l'acide valproïque si c'est un patient qui a des migraines et encore des problèmes de l'humeur et de la dépression. On peut utiliser ces médicaments jusqu'à 1500 mg par jour. Et le topiramate, qu'on appelle le Topamax, on peut également commencer à une dose progressive de 25 mg à 2 fois par jour pendant une semaine, et on peut augmenter jusqu'à 100 mg par jour. Le Topamax, des fois, peut aboutir à des calculs rénaux. Il faut penser à poser, on peut demander à un patient s'ils ont des accidents de calculs rénaux. Et l'autre type qui est très rare, c'est les céphalées en forme de cluster. C'est une céphalée qui est excrétiente unilatérale associée avec des problèmes de lacrymation, d'une irritation conjonctivale.
et ces céphalées peuvent durer entre 3 minutes à 3 heures. Et en général, les patients vont vous dire que c'est des céphalées qui vont retourner au même moment de la journée et en général plus fréquentes durant la nuit, et ces céphalées sont beaucoup plus fréquentes chez les hommes. Et le traitement pour les céphalées en forme de cluster, c'est surtout, alors, par le traitement, c'est les éléments qui vont déclencher, c'est généralement l'hypoxie. Si c'est un patient qui est asthmatique, un patient qui vit dans les montagnes, l'hypoxie, c'est l'élément qui va essayer d'aboutir à une vasoconstriction cérébrale et aboutir à ces clusters de céphalées en forme de cluster. Donc, le traitement sera l'administration de l'oxygène à grande quantité, environ de 5 à 7 litres par minute, par masse faciale pendant environ 15 minutes. Et très rarement, on peut utiliser les sumatriptan. Ce qui est très important pour pouvoir évaluer un patient avec, en guise de résumé, c'est les migraines peuvent s'améliorer avec le temps. Et maintenant, on a beaucoup de médicaments qui sont très efficaces, qu'on peut utiliser de façon abortive dans les phases aiguës, ou encore des médicaments qu'on peut utiliser pour les formes préventives. Et chaque patient, en fonction de leur histoire, de leur antécédent, va nécessiter d'un ou de plusieurs médicaments différents pour pouvoir, avant de trouver un médicament qui est efficace que pour la forme aiguë, la forme préventive. Il faut surtout penser aux signes ou encore symptômes qui vont qui doivent vous pousser à faire à demander d'autres tests paracliniques, sanguins ou encore des images cérébrales pour pouvoir éliminer d'autres lésions intracrâniennes et faire d'abord une distinction entre les céphalées primaires et les céphalées secondaires. Et les céphalées secondaires sont beaucoup plus fréquentes parce que les causes sont beaucoup plus élevées. Et des fois, l'histoire est déjà là pour vous donner une idée des céphalées secondaires. Et c'est d'établir une communication effective entre le prestataire et le patient pour pouvoir faire un traitement approprié pour les céphalées de type primaire. Je vous remercie pour votre participation et si vous avez des questions, je suis prêt à les entendre. Aisha? I'm not sure if Aisha is there. OK. Je vous remercie. Je ne sais pas si les participants ont des questions. Il n'y a pas de questions du tout? Bonjour Aïcha, bonjour. Bonjour. La Bonjour. présentation a été vraiment claire, très précise, donc on n'a pas de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions après, vous pouvez toujours me les envoyer par mail. Je transfère au Dr. Renaud. Et merci pour cette belle présentation.